Bonjour chers collègues, bienvenue dans cette salle du conseil municipal pour ce premier conseil municipal de l'année qui notamment comme principale question à l'ordre du jour, c'est le débat d'orientation budgétaire 2024. Alors là d'ailleurs je vais interroger le directeur général parce que je ne l'avais pas fait avant. Moi j'avais cru comprendre antérieurement qu'on ne votait pas. Alors maintenant il paraît qu'il faut voter pour dire qu'on a pris connaissance. Vous voyez, c'est là, on commence à être dans les. Vous savez, il y a les Jeux Olympiques et Paralympiques cette année. S'il y a une médaille sur la complexité administrative, je pense qu'on peut avoir des médailles en France sur de très nombreux dossiers. Voilà, donc je voulais quand même une précision. Et puis il y a une question, comme le permet le règlement du conseil municipal. Qui a été sollicitée par M. Cordelet, donc elle passera, puisque c'est Cyril qui sera le répondeur, elle passera entre le 5 et le 6. Voilà. Donc je demande à Maude de faire l'appel. Alors, bonsoir à tous. Je ne l'ai pas encore dit. Le Proust Gilles. Boucher Catherine. Benamar Youssef. Le Batteux Claudine. Guilbeault Cyril. Mbodj Ursoun donne pouvoir à Gilles Le Proust. Bro Alexis donne pouvoir à Sylvie Morin. Fauquemberg Maude, je suis présente. Nafa Mostafa. Présent. Coquille Alexandra. Lamar Nourdine. Cagnoa Rémi donne pouvoir à Vivien Malanda. Giffard Francine. David Frédéric. Emam de Sam Céline. Tessier Véronique. Elle va arriver. Guillois Jean-Claude. Joannick Audrey. Mabungu Arsène donne pouvoir à Anne Camus. Morin Sylvie. Nkilua Freddy donne pouvoir à Catherine Boucher. Dupuis Camille. Malanda Vivien. Camus Grimard Anne va arriver. À Georges Sandra. Vincent Thomas donne pouvoir à Frédéric David. Cordelet Gaëtan. Frélon Rosa Maria. Frère Pierre Adrien. Anderlé Sandrine. Hernandez Jean-Pierre, désolé. Géda Brigitte. Et Chevalier Claude donne pouvoir à Mostafa Nafa. Merci Maude. Je vous propose donc de sans tarder d'ailleurs. Oui. Vous avez vu qu'on a mis en première question à l'ordre du jour le soutien à l'appel des centres sociaux de la Sarthe, mais qui s'inscrit également dans un appel national. Il y a eu mercredi dernier plusieurs centaines de personnes qui ont manifesté à l'appel des centres sociaux où il y avait de très nombreux élus. Et je propose donc à Audrey de présenter ce soutien. Alors, il s'agit donc d'un soutien à l'appel des centres sociaux. Donc, les centres sociaux de la Sarthe ont rejoint le mouvement du réseau des centres sociaux de France qui alerte les populations sur leur situation financière. Alors que la situation économique et sociale se dégrade, en effet, leur modèle économique est fragilisé par les effets conjugués de l'inflation et de la baisse des subventions. Ils sont pourtant indispensables à la vie culturelle et démocratique des territoires. Présents partout, y compris en milieu rural, ces structures de proximité entretiennent le lien social en proposant des activités sociales, éducatives, culturelles, mais aussi familiales pour répondre aux besoins et aux envies dans le territoire. La ville d'Allonne est sensible à l'action des centres sociaux et particulièrement au centre social d'Allonne, le centre social Gisèle Halimi, que nous soutenons. Cependant, il est vrai que la conjoncture actuelle n'annonce que plus de marge de manœuvre pour les collectivités locales, alors que les besoins augmentent. D'ores et déjà, les structures sont contraintes de réduire leur capacité d'accueil collective, de limiter leur action d'accompagnement, etc., etc. Le financement des collectivités locales ne suffit plus à des besoins qui augmentent et à un financement par leurs partenaires qui n'est pas à la hauteur. C'est pourquoi la ville d'Allonne, à travers Monsieur le maire, moi-même et Madame Fauquemberg, élus au conseil d'administration, avons signé le 17 janvier dernier l'appel SOS des centres sociaux de la Sarthe, aux côtés également de Roger Leroy, le président du centre social d'Allonne.
Je vous remercie. Merci Audrey. Bon, c'est comme régulièrement dans ce conseil municipal, parce que nous, on considère le conseil municipal comme pouvant être une caisse de résonance d'initiatives plus générales, mais qui impactent directement notre commune, parce que s'il y a un lieu où les centres sociaux ont un rôle particulièrement important, c'est vraiment dans les quartiers, dans les villes populaires où il y a des quartiers prioritaires, où le personnel, comme son nom l'indique, est au plus près et va vers les habitants qui souvent sont éloignés d'un certain nombre d'accès aux solidarités, à la culture, voire au sport d'ailleurs. Et puis je vous rappelle, vous le savez toutes et tous d'ailleurs, que le centre de loisirs, c'est le centre social, lapsus révélateur, qui gère le centre de loisirs et qui là aussi est un véritable accompagnement pour les mômes, pour les enfants. Voilà. Il y aura certainement d'autres initiatives. Il y a, je crois, 6 ou 7 mars, je participerai moi à une initiative nationale parce qu'on vient de sortir un appel qui soutient l'action des centres sociaux au niveau des différents présidents d'associations des élus. Je l'ai fait comme président de maire et ville de banlieue de France. Et donc, voilà, parce que c'est un enjeu très, très important et plus que jamais, il faut que la caisse d'allocation familiale et les ministères concernés accompagnent le mieux possible ces structures qui ne peuvent vivre, et je salue d'ailleurs le président du centre social Gisèle Halimi, Roger Leroy, qui nous fait le plaisir d'être présent avec le directeur d'ailleurs, dans la salle. Je les salue parce que la tâche est rude aujourd'hui pour eux. Et donc, je crois que c'est important, effectivement, qu'ils sentent qu'il y a le soutien de l'ensemble des élus et plus largement de nombreux habitants. D'ailleurs, de nombreux habitants d'Allonnes étaient, mercredi dernier, dans l'initiative. Y a-t-il des demandes d'intervention sur ce soutien à l'appel des centres sociaux ? Monsieur Cordelet ? Oui, très rapidement, je pense que vous avez tout dit. Donc moi, je suis allé signer cet appel au centre social de mémoire la semaine dernière, je ne me rappelle plus quel jour. Et effectivement, je pense que s'il y a bien un sujet sur lequel on doit se mobiliser, c'est bien celui-là, et entre d'autres. Mais c'est vrai que notamment pour la cohésion sociale sur le territoire et aussi, comme vous l'avez très justement dit, par rapport au centre de loisirs, je pense que c'est important de conserver des financements quand même à la hauteur de l'enjeu, parce que derrière, ce sont toutes les familles allonnaises qui vont pâtir de ce manque de moyens pour le centre social. Donc en tout cas, voilà, nous, évidemment, on va voter pour ce soutien et voilà, en tout cas, on est avec tout le personnel du centre social et toutes les personnes qui le fréquentent. Je propose donc de passer au vote. Qui est pour soutenir cet appel ? J'ai 2 voix. Je rappelle pour celles et ceux qui nous regardent sur Facebook Live, s'il y en a qui lèvent 2 bras, c'est qu'ils ont un pouvoir. C'est pas qu'on essaye de forcer le vote. Merci. Y a-t-il des abstentions, des votes contre ? Je vous en remercie. Peut-être, Maud, avant de passer au DOB, puisque pour celles et ceux qui sont passés devant Boulevard Pasteur, devant l'école Lyotet, vous avez vu, il y a des banderoles. Et donc, Maud, qui est adjointe à l'éducation, va vous dire 2 mots sur ce qui est en train de se passer. Donc oui, comme tous les ans, vous savez, il y a des commissions pour réfléchir aux ouvertures ou aux fermetures de classes sur le territoire, donc sur la Sarthe. Et là, cette année, de façon très, très exceptionnelle, il a été annoncé une 50aine de fermetures, ce qui est quelque chose de complètement inédit. Donc l'école Lyotet fait partie de ces écoles pressenties pour l'école élémentaire Lyotet fait partie de ces écoles pressenties pour une fermeture, ainsi que l'école élémentaire Ferry. Donc vous avez pu remarquer, si vous êtes passé devant l'école Lyotet, qu'il y avait des banderoles, que les parents se mobilisaient contre cette fermeture. Ils ont envoyé un courrier à la directrice d'académie, nous en avons eu la copie. J'ai proposé aux parents d'élèves de les recevoir pour pouvoir discuter avec eux et voir comment on pouvait les accompagner dans leur démarche. Et il sera fait la même chose, bien évidemment, avec l'école Ferry, si nécessaire. Merci.
Merci Maud, comme on a l'opportunité d'avoir un conseil municipal, je crois que c'est important de donner l'information. Et demain, il y a un rassemblement à 18h devant la préfecture. Les parents d'élèves ont appelé de Lyotet, ont appelé les parents de l'école à pouvoir s'y rendre. S'il y a des élus qui sont disponibles, n'hésitez pas. Pour ma part, je ne serai pas là puisque je suis demain à Paris pour les 20 ans de l'ANRU. Et donc, vu l'importance de l'ANRU pour notre ville, vous comprenez bien que, comme je n'ai pas encore d'hologramme, je vais rester je serai à Paris, je ne serai pas sur Allen. Bien, je vous propose de passer tout de suite la parole maintenant à Youssef pour qu'il nous présente les grands axes dans le cadre du débat d'orientation budgétaire. Je vous rappelle qu'il doit se tenir moins de 6 semaines, je ne sais plus combien, un mois avant le vote du budget. Enfin, qu'il doit se tenir avant le vote du budget. 10 semaines, alors je vais redire ce que je dis tous les ans. On parlait tout à l'heure parfois des choses surprenantes administratives. Moi, je considère qu'on devrait demander de faire le débat d'orientation budgétaire au moins 4 mois avant le vote du budget. Parce que heureusement qu'on n'attend pas le DOB pour que les commissions travaillent sur le budget de la ville. Parce qu'autrement, ça sera impossible à tenir. Hein. Ici comme ailleurs d'ailleurs. Hein. Mais bon, voilà, on a une obligation qu'on essaye de s'y tenir. Voilà, à toi Youssef. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir aux internautes. Délibération sur le DOB, donc le DOB qui est le débat d'orientation budgétaire. Comme son nom l'indique, c'est un temps de débat, d'échange, mais surtout un temps d'information qui permet en amont de la construction du budget de pouvoir avoir tous les éléments de contexte, faire aussi le bilan sur le budget antérieur, et là en l'occurrence le budget 2023. Et l'idée, c'est de pouvoir construire en amont le budget 2024 en donnant toutes les informations en toute transparence pour l'ensemble des élus du conseil municipal, pour l'ensemble des commissions, des services, mais aussi pour l'ensemble des habitantes et des habitants. Depuis maintenant l'année dernière, la municipalité a fait le choix d'organiser des réunions publiques pour la construction du budget. C'est un choix fort de la municipalité pour la construction du budget. Et dans ce cadre-là, le DOB s'inscrit en toute transparence et en échange d'informations. Comme le disait monsieur le maire à l'instant, le passage à la M57, la M57 c'est quoi? C'est, pour faire simple, c'est la référence comptable et financière des collectivités. Et ce passage à la M57, il impose maintenant de faire le DOB 10 semaines au lieu des 2 mois préalablement au vote du budget. C'est dans ce contexte-là que nous faisons le DOB ce soir. Je rappelle aussi que le DOB a été déjà proposé en commission des finances, en bureau municipal, et que aussi les commissions travaillent déjà sur la construction du budget 2024 en fonction des éléments qui nous sont donnés. Par la même occasion, le service financier de la collectivité a déjà donné aussi en amont une note de cadrage qui donne les orientations pour que les différents services de la ville puissent travailler sur la construction du budget 2024, sur la note de cadrage qui a été donnée maintenant il y a plusieurs mois. Je vais donner quelques éléments qui figurent et qui étaient vraiment des éléments importants sur les orientations pour que les services puissent travailler. Par exemple, l'encadrement des investissements courants, l'optimisation des plans de financement, la maîtrise des charges à caractère général et gestion courante, une attention effectivement particulière à la politique des ressources humaines, mais tout à l'heure j'y reviendrai sur le travail qui est fait depuis de nombreuses années sur comment on travaille la question des ressources humaines, et la création des conditions budgétaires qui permettent d'équilibrer le budget sans emprunter, parce que la question de l'emprunt et de la dette sont des éléments qui sont déterminants sur la construction d'un budget d'une collectivité, et qui plus est d'une collectivité populaire comme la ville d'Allonnes. Tout à l'heure, je faisais référence aussi à l'implication citoyenne et à l'organisation des réunions. Ça s'inscrit vraiment dans l'idée de participation citoyenne, mais aussi de démocratie des habitants. Le 6 décembre 2023, nous avons organisé déjà une première réunion publique pour préparer le budget 2024, qui a déjà donné le là
sur la réunion précédente qui avait eu lieu l'année dernière, où déjà on avait déjà été en alerte sur les budgets et sur les incertitudes que les collectivités vont avoir sur les prochaines années. Et comme on a pu le dire au mois de décembre, déjà en 2023, on était déjà inquiet pour le budget 2023, mais on avait déjà annoncé la couleur sur la construction des futurs budgets 2024, 2025 et 2026 qui nous inquiétaient sur les différents aspects, notamment les éléments de contexte que je vais vous donner tout à l'heure. Sur les différentes crises et sur comment nous allons pouvoir construire les prochains budgets, qui ne sont pas uniquement des budgets qu'on construit à l'année, mais des budgets qu'on construit sur plusieurs années pour pouvoir anticiper et amortir, je dirais, les différentes crises et amortir la chute, si vous me permettez cette expression. Suite au débat d'orientation budgétaire que nous allons avoir ce soir, une seconde réunion est prévue le 6 mars, une deuxième réunion publique qui va permettre là du coup d'accompagner les choix des élus, parce que effectivement au bout du bout, ce sont les élus qui vont choisir et qui vont voter au conseil municipal, mais nous souhaitons continuer à impliquer les habitants, les associations pour la construction du budget et faire des choix, parce que vous allez le voir dans le cadre du DOB, au bout du bout, au bout du contexte, il y a des choix qui vont être amenés à s'opérer. Donc ça, c'était un petit peu pour la méthode, un petit peu pour la forme sur la construction du DOB et in fine sur le vote du budget 2024. Donc les orientations, elles se font dans un contexte incertain, avec très peu de visibilité sur les prochaines années, comme je le disais tout à l'heure. On faisait référence sur les 2 voire 3 prochaines années. On le voit bien, la crise énergétique qui impacte fortement, certes les ménages, mais aussi les collectivités. Une inflation qui est toujours aussi importante. On parle d'une inflation à 2,5%, mais qui est encore en train de bouger. Un contexte, je dirais, international et national qui impacte fortement. La guerre en Ukraine, dont on voit encore les effets, notamment sur la crise énergétique, mais aussi sur le prix des denrées alimentaires, qui a un impact fort, notamment sur Allonnes, qui a fait le choix depuis des décennies d'avoir une restauration municipale certes importante, mais notamment de qualité. Donc forcément, lorsque les prix des denrées alimentaires augmentent, ça a un impact budgétaire très important sur la construction d'un budget. La guerre au Proche-Orient, qui oblige la France à avoir une croissance qui ne va pas être aussi importante que celle qui était prévue. Et forcément, lorsque un pays, une nation a une croissance moins importante que prévu, cela se traduit dans le projet de loi de finances que le gouvernement travaille sur la fameuse DGF, la dotation globale de financement. Pour faire simple, la DGF, c'est le financement que l'État octroie aux collectivités. Je dirais c'est le financement principal que l'État donne aux collectivités, d'avoir une DGF qui n'est pas à la hauteur de l'inflation. Pour exemple, on prévoit une dotation globale de financement de 1,2%, et l'écart entre l'inflation et la DGF montre un écart, et forcément il va en manquer au bout du bout au niveau du budget. C'est ce qu'on appelle dans le jargon, je dirais, budgétaire, le fameux effet ciseau, où en gros il y a le grand écart entre les recettes et les dépenses, et forcément lorsqu'on a moins de recettes que de dépenses, il y a un écart dans la construction du budget. En 2023, nous avons eu des mesures contre l'inflation, et on sait d'ores et déjà qu'elles ne seront pas reconduites, et forcément il va y avoir un trou dans la raquette. S'il fallait citer que quelques exemples, le filet de sécurité par exemple pour 2023, c'était 556 000 € que la collectivité avait perçu dans ce cadre-là. Pour 2024, on sait d'ores et déjà que la ville ne sera pas éligible. L'amortisseur électricité, la collectivité avait eu 113 000 € en 2023. Les nouveaux critères d'attribution ne seront plus sur un montant de 50 000 € en 2024. Donc on voit une baisse notable sur l'amortisseur électricité. Le fonds de concours de Le Mans Métropole aussi, qui nous avait été octroyé pour 2023 à hauteur de 270 000 €. Il semblerait qu'on se rapproche plus de 160 000 € pour 2024. Et rien qu'en citant ces 3 exemples-là, on se rend compte qu'on part, je dirais, avec un handicap budgétaire de 800 000 €.
par rapport au budget 2023. Ces exemples-là témoignent aussi que la collectivité a su, à travers son réseau des élus, et notamment Monsieur le maire, mais aussi les services qui sont aussi toujours en alerte sur les différents appels à projets et les demandes de financement, de pouvoir être en capacité d'avoir des financements qui nous permettent d'avoir un budget qui se tienne. Je fais juste une petite discrétion quand je dis un budget qui se tienne, c'est, je dirais, nous avons l'obligation d'avoir un budget qui se tienne parce que, comme je le répète assez souvent, une collectivité est dans l'obligation d'avoir un budget à l'équilibre. Et donc forcément, ça a un impact fort sur la construction d'un budget. Mais lorsque je dis qu'effectivement, nous sommes en capacité d'arracher avec les dents des financements, c'est plutôt positif. Cela témoigne effectivement que les services sont réactifs et que les réseaux fonctionnent sur Allonne dans les différents ministères pour aller chercher des financements. Néanmoins, ça crée aussi de l'incertitude parce qu'on se rend compte que lorsqu'il y a des financements d'une année sur l'autre qu'on n'arrive pas à avoir ou les critères d'éligibilité changent, on se rend compte que la situation financière des villes populaires comme Allonne est très fragile et très incertaine. Sur les mesures supplémentaires, effectivement, qui seront attribuées, donc il y a les fameux titres sécurisés. Donc vous savez que la collectivité est une collectivité où on est en capacité de faire des cartes d'identité et les passeports. Donc l'État nous octroie des financements dans ce cadre-là, mais cette capacité de pouvoir faire les titres sécurisés correspond à un ETP, c'est compliqué à dire. Néanmoins, tout le financement n'arrive même pas à combler cet ETP-là. Le fonds vert, on sait qu'effectivement, il y aura un maintien du fonds vert, notamment sur le financement. Également, dans le cas de la DETR 2 et puis la DPV, les dotations politiques de la ville. Mais nous travaillons pour essayer d'avoir, je dirais, le maximum des financements pour essayer de combler les difficultés liées aux différentes pertes des mesures liées à l'inflation en 2023. Le bilan pour 2023, parce que avant de partir sur 2024, avant de savoir où on va, il est important de savoir d'où on vient. Malgré une inflation importante qui a été caractérisée en 2023, la situation budgétaire de la collectivité, elle est saine. Je crois que c'est important de le rappeler. Grâce aux différentes mesures que j'ai énumérées tout à l'heure et la gestion rigoureuse des différents services et des différentes commissions, nous avons été en capacité de rembourser deux emprunts au bon moment. Je ne sais pas si vous avez le souvenir quand nous avons anticipé la dernière 2 emprunts parce que nous pensions que c'était le bon moment pour pouvoir rembourser ces emprunts et nous permettre de ne pas se mettre en difficulté sur les prochaines années. Et donc la ville affiche un bilan excédentaire pour 2023. Néanmoins, quid pour 2024 et notamment on se rend compte que les difficultés liées aux villes populaires, parce que nous ne sommes pas les seuls dans ce cas de figure-là, mais la ville d'Allonne est une collectivité qui aujourd'hui ne trouve pas d'assureur. C'est important de le signaler. Aujourd'hui, nous sommes notre propre assureur. Et donc, du coup, c'est une difficulté pour nous pour pouvoir être en capacité de se protéger à l'avenir. Nous avons une capacité d'autofinancement, notamment dans le compte administratif. Nous avons une CAF nette de 2,7 millions d'euros. Et les remboursements, comme je le disais tout à l'heure, des 2 gros emprunts ont été des choix judicieux. Le budget de personnel en 2023 a eu une baisse de moins 1%. L'idée, notamment sur la question des ressources humaines et comment nous avons travaillé la question des ressources humaines, notre objectif, c'est toujours d'avoir un haut degré de service public. Mais qui dit un haut degré de service public, c'est comment travailler aussi avec les différents services pour travailler l'optimisation et comment on accompagne tous les agents de la collectivité sur un plan de carrière, un plan de formation et une évolution des différents travaux qui sont amenés à évoluer dans différents services. Et c'est dans ce cadre-là qu'un gros travail a été fait par les services sur la question des ressources humaines.
Comme je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, notre objectif, c'est toujours de ne pas en baisser sur la question du service public, parce que on se rend compte que lorsque les collectivités, et qui plus est les collectivités où il y a des quartiers prioritaires, où la précarité, le chômage et les difficultés sociales s'accentuent, je crois qu'une des réponses, pour ne pas dire la réponse, qui peut être amenée à répondre aux questions, je dirais, d'égalité et in fine aux questions de démocratie, c'est la question du service public. Pour 2023, donc nous avons un fonds de roulement pour fin 2023 à 7,8 millions d'euros. L'idée, c'est de continuer de verser un fonds de roulement pour baisser nos différentes redevances. Pour donner un exemple concret, c'est de baisser par exemple le prix du loyer sur la résidence senior, qui va être un futur projet dont je ferai référence tout à l'heure en investissement. Et l'idée de ce fonds de roulement-là, c'est d'avoir une capacité financière et d'avoir une marge de manœuvre qui soit possible sur l'investissement sur les prochaines années et pas uniquement sur l'année 2024. Sur la question de la dette, parce que c'est un élément, comme je disais tout à l'heure en préambule, qui est très important sur l'avenir, et notamment sur la construction d'un budget. En 2023, la dette a été sécurisée à 100%. Et le ratio de la dette, c'est comment, sur combien d'années on est en capacité de se désendetter. Donc la ville d'Allonnes a un ratio de dette de 2,25 années. À titre d'exemple, une ville de notre strate, les villes de notre strate sont à 3,96 années. Donc tout ça pour dire que sur la question de la dette, nous avons une gestion saine et qui s'est construite notamment depuis de nombreuses années avec un gros travail des différents services, et en l'occurrence le service financier. Le passage à la FPU, tout à l'heure il y a une délibération, la délibération suivante, on en parlera, la fiscalité professionnelle unique. Le passage à la FPU inquiète les collectivités, notamment les collectivités comme Allonnes, parce que cela va poser question sur l'autonomie des villes et l'autonomie de la ville d'Allonnes, et cela questionne sur la marge de manœuvre que les élus peuvent avoir sur la construction d'un budget, et comment nous sommes et comment nous serons en capacité de pouvoir faire des choix forts en fonction d'un programme municipal, mais aussi de répondre au plus proche des besoins et aussi des demandes des habitants, des associations de la collectivité. Pour 2024, les charges à caractère général auront une augmentation de 5%. C'est un peu l'estimation sur laquelle les services ont travaillé. L'impact fort, c'est notamment sur l'énergie. On le voit que la crise énergétique pèse fort sur la collectivité. L'augmentation des produits et des denrées alimentaires aussi a un impact très fort sur la construction du budget. Les matières premières, les différents travaux d'entretien des bâtiments, parce que effectivement la ville d'Allonnes a fait le choix depuis de nombreuses décennies d'avoir des équipements de qualité pour répondre au plus proche aux attentes notamment du mouvement associatif par exemple, mais qui dit équipement municipal dit aussi et entretien, et comment on crée les conditions d'avoir des entretiens qui répondent aussi aux différents besoins. L'investissement en 2023 et forcément aura un impact sur 2024 et sur les différents projets à venir d'investissement, parce que une ville comme Allonnes a besoin de continuer ses investissements et qui permettent aussi de faire le lien avec le fonctionnement, et surtout pas de la volonté de ne pas déconnecter l'investissement du fonctionnement. Donc en 2023, un investissement à hauteur de 1,48 million d'euros. Pour 2024, l'idée, c'est d'accélérer le rythme des investissements dans les prochaines opérations et toujours avoir nos fameux 500 000 euros d'investissement pour 2024. Tout à l'heure, je faisais référence sur les différents investissements sur lesquels la collectivité avait déjà annoncé un petit peu la couleur, et sur les futurs grands projets de la collectivité.
Donc les orientations et les perspectives pour 2024, donc la réhabilitation du groupe scolaire Langevin, qui sera piloté par Cenovia, qui se décline sous 2 opérations, la rénovation énergétique et réhabilitation de l'école, et une extension du périscolaire Langevin avec un plan de financement à hauteur de 80%. Les autres projets d'investissement, l'idée c'est de finaliser le programme d'équipement sportif comme on s'y était engagé. Et vous avez vu que nous avons inauguré à la rentrée nos 3 cours de tennis comme on s'y était engagé en 2022 puis en 2023. Donc il reste à construire le City Stade. Le lancement de l'îlot A, donc dans le cadre du programme national de renouvellement urbain. Donc c'est dans ce cadre-là notamment que Monsieur le maire demain sera à une réunion à l'ANRU sur Paris. La construction d'une résidence autonomie et l'acquisition d'un pôle bien-être senior qui sera fait en VFA. L'opération de réalisation d'un pôle de service multifonctionnel sur la parcelle de l'ex-poste en face de la mairie, qui va se décliner avec une structure multi-accueil qui sera portée par la collectivité, d'une maison médicale portée par le Parlement métropole et des équipements publics comme la mission locale et une pépinière d'entreprise, avoir une vraie dynamique sur ce nouvel équipement. La transition vers l'éclairage LED de la salle Jean Carmet, qui est aussi dans le cadre de la rénovation énergétique et l'amélioration sur les questions environnementales. La relocalisation temporaire du Cube et de la maison France Service, et la renaturisation de l'école Pasteur. Et les opérations qui sont prévues aussi, qui étaient prévues dans le programme municipal par la suite, donc le programme Péniche Excelsior qui est en cours. Et l'idée, c'est que ce projet soit intégré dans le projet la scène musiques actuelles de la SMAC. Et aussi la définition et l'instruction du programme du complexe Jean Carmet avec la recherche de financement sur ce futur projet de Carmet. Donc, comme je disais tout à l'heure, effectivement, un contexte incertain pour 2024, 2025 et jusqu'à 2026. Cette paire de 800 000 euros qui était prévue en 2023 et que forcément un démarrage sur la construction du budget avec cette béquille financière sur la construction du budget, forcément cela nous amène à avoir un débat, à avoir des échanges en toute transparence et en occultant aucune possibilité. Parmi les choix forts qui pourront être amenés à être opérés, ce sont la question des tarifs des services municipaux. Quand je dis tarifs municipaux, c'est certes les tarifs municipaux à destination des Alonnais, mais aussi pour les hors Alonnais, parce que vous savez que nous faisons la distinction. L'augmentation ou pas de la fiscalité, parce qu'effectivement, et notamment sur la partie ville, nous avons cette petite marge de manœuvre pour se questionner sur cette capacité ou non à augmenter la part ville sur notamment la taxe foncière. Sur la question de l'accompagnement au monde associatif, c'est la question des subventions, et notamment sur les subventions de fonctionnement. Est-ce que nous continuons à accompagner encore le monde associatif avec une augmentation des subventions ou pas, ou est-ce que nous gardons la subvention au même titre que les années précédentes? Toutes ces questions-là, effectivement, nous permettent à un moment donné d'avoir une marge de manœuvre et de voir comment on compense les difficultés à laquelle nous sommes confrontés. Néanmoins, dans cette présentation un petit peu qui peut paraître un peu sombre, mais l'idée c'est vraiment d'avoir un discours de vérité et d'être en toute transparence. Il y a quand même une lueur d'espoir et je dirais d'optimisme, et notamment des choix qui ont été faits depuis de nombreuses années, notamment la rénovation depuis des années des équipements ou l'acquisition d'équipements neufs nous permettent et vont nous permettre d'avoir notamment sur la rénovation pas de grosses, je dirais, charges de fonctionnement et notamment de travaux sur les équipements, parce que sur Allonnes, nous avons la chance de ne pas avoir des équipements, énormément d'équipements qui sont vieillissants et qui demandent des charges supplémentaires sur
sur la partie de l'entretien en l'occurrence. Sur la partie énergétique, même si c'est un impact fort, notamment sur tout ce qui est fluide, je crois que le choix de chauffage urbain et d'être lié au chauffage central, je dirais, nous permet d'atténuer la chute sur l'augmentation de la crise énergétique et de l'impact sur les charges à caractère général. La municipalité, effectivement, aussi continue à s'engager à aller chercher des financements et être constamment en alerte sur les différents appels à projets et aussi sur les financements pour lesquels nous pouvons être bénéficiaires et puis éligibles pour créer les conditions effectivement d'avoir des financements qui nous permettent de continuer certes à fonctionner dans un premier temps, mais aussi à investir et avoir une dynamique positive pour les prochaines années et avoir une ville qui continue à évoluer dans le temps et avoir je dirais des perspectives et qui ne soit pas une ville qui reste sur ses acquis. Pour finir, moi ce que je voulais dire, et je pense que c'est important d'insister sur cette question-là, il y a une vraie question, je dirais, démocratique qui se pose à nous sur les différentes marges de manœuvre qu'une collectivité peut avoir, et notamment sur l'autonomie des collectivités, parce que je crois qu'aujourd'hui, plus qu'hier, cette question n'a jamais été aussi importante, aussi posée. Et je crois que c'est important que, en tant qu'élus, nous soyons le plus transparents possible, et c'est dans ce cadre-là que nous organisons les réunions publiques auprès de nos habitants, parce que je crois que la question de l'éducation populaire et de donner les informations et les outils aux habitants en faisant prendre conscience aux habitants que oui, certes, ce sont beaucoup de chiffres, ce sont beaucoup de données, mais tout le monde est en capacité de comprendre, je crois, un budget et in fine de comprendre des choix qui sont faits par une collectivité, et qui dit choix, dit orientation aussi en fonction, je dirais, de choix politiques forts, parce que la ville d'Allonnes n'est pas déconnectée du reste du pays, et forcément nos choix sont impactés par des orientations nationales, et on le voit actuellement avec les différentes crises, que ce soit la crise agricole, la crise des professeurs, il n'y a pas plus tard qu'hier, il y avait encore des rassemblements, il y a quelques semaines il y avait les taxis. Sur la question de la santé, sur la question, je dirais, du logement, sur énormément de questions, sur la question du chômage, de la précarité. Toutes ces choses impactent les collectivités, et qui plus est des villes comme Allonnes. Et donc forcément, au bout du bout, nous avons des habitants qui ont des besoins supplémentaires. Et je dirais l'élu qui est à portée de main des habitants, ce sont les élus locaux. Et nous pensons qu'effectivement, il faut donner plus d'importance et je dirais plus de marge de manœuvre aux élus, aux maires, aux différents conseillers municipaux, parce qu'ils sont les plus proches et les plus en face des préoccupations des habitants. Voilà. Merci pour votre attention. Merci Youssef, merci de cette intervention qui était, c'est un document important. Vous avez toutes et toutes reçu. Il y a eu une commission des finances la semaine dernière, donc il y a déjà eu des échanges il y a 15 jours. Youssef a attiré l'attention sur les points les plus saillants, de cette orientation budgétaire. Les services, les élus que vous êtes vont continuer à travailler en commission pour essayer de trouver les équilibres pour permettre que le budget soit le plus efficace possible pour répondre aux besoins des habitants. Y a-t-il des demandes d'intervention sur ce débat d'orientation budgétaire, Monsieur Cordelet? Oui, chers collègues, effectivement, je pense que déjà on peut commencer par remercier effectivement l'ensemble des services qui ont, dans les différentes commissions, participé à l'élaboration de ce budget. Donc ce débat d'orientation budgétaire, comme chaque année, c'est un moment important de la vie démocratique de notre ville. Donc, comme je le disais, donc, les différentes commissions se sont réunies, des propositions budgétaires ont été faites, et ce DOB est la synthèse de toutes ces discussions avant le vote définitif donc, du budget en avril.
Comme nous l'avions tous annoncé collectivement, le budget 2024 a été en l'occurrence encore plus difficile à construire que celui de 2023. Et effectivement, comme Youssef l'a dit, il y a fort à parier que celui de 2025 ou 2026 ne soit pas forcément plus facile à boucler. Donc du fait de l'arrêt d'un certain nombre d'aides que l'État avait mis en place l'année dernière à cause de l'inflation. Parmi les orientations que vous proposez, donc il y en a une qui retient particulièrement notre attention, c'est l'augmentation de 1% de la part communale sur la taxe foncière. Donc qui va s'ajouter aux 3,8% déjà prévus par l'État sur les bases de valeur locative, qui avait déjà augmenté de 7% l'année dernière. Donc ces 1% ne sont pas forcément le cœur du problème. Le souci, c'est qu'une fois de plus, ce sont les propriétaires qui sont appelés à la rescousse pour consolider les finances de la ville, alors qu'ils sont déjà assommés de taxes partout. Effectivement, Youssef en parlait tout à l'heure, c'est notamment dû au fait que c'est quasiment la dernière marge de manœuvre que nous avons désormais, vu qu'il n'y a plus de taxes d'habitation. Pour nous, cette augmentation, elle ne peut être acceptable et donc acceptée par les contribuables honnêtes que si elle est accompagnée d'un contrôle et d'une gestion drastique de l'argent public. Or, l'augmentation, par exemple, de 1%, le coup de pouce des subventions pour l'ensemble des associations, pour nous, elle ne nous paraît pas forcément en adéquation avec la nécessité de sobriété. En effet, même si certaines ont besoin de cette revalorisation pour pérenniser leurs activités, d'autres, au contraire, de par leurs réserves financières, elles pourraient très bien s'en passer. L'exemple de l'une d'entre elles me vient notamment à l'esprit. Après avoir demandé donc les comptes de cette association, comme la loi m'y autorise, en octobre 2022, et avoir dû patienter plus d'un an pour qu'enfin vous me les transmettiez, les choses s'étant étrangement accélérées après que j'ai saisi le tribunal administratif de Nantes, j'ai pu notamment découvrir dans ces documents que cette association avait quasiment 200 000 euros de liquidité donc, sur ses comptes. Dès lors, pour nous, la subvention d'un peu plus de 3 000 euros versée tous les ans par la ville à cette association, elle ne nous paraît pas vitale pour la survie. C'est un exemple parmi tant d'autres. Les temps sont difficiles pour tout le monde, donc y compris pour la ville, je pense qu'on l'aura tous compris. Je pense que les dirigeants des associations qui se portent bien financièrement seraient tout à fait capables de comprendre que la solidarité de la ville n'est pas sans limite et que nous devons tous collectivement faire des efforts et qu'ils n'ont pas forcément besoin de ce coup de pouce-là. Il nous semble donc naturel qu'ils en informent la municipalité si jamais ils n'en ont pas forcément besoin. Dans le même registre, votre façon de dépenser l'argent de la ville dans des futilités durant ces derniers mois n'est pas forcément pour nous rassurer. Je vais rappeler quelques exemples. Donc 4 000 euros avec les frais d'avocat pour une banderole contre la réforme des retraites qui au final n'aura servi à rien. 12 000 euros d'encarts publicitaires pour financer le journal L'Humanité sans que ça ne rapporte quoi que ce soit à la ville en termes d'image. Et il y en a peut-être d'autres encore qu'on n'a pas forcément encore découvert. Par ailleurs, donc, les charges de personnel ont augmenté de manière conséquente l'année dernière, c'est en très grande partie justifié effectivement par la hausse du point d'indice qui était tout à fait légitime et nécessaire. Néanmoins, cela a pour effet de facto de limiter notre capacité d'investissement. Tous ces éléments nous confortent dans notre idée et nous donnent chaque jour un petit peu plus raison qu'il devient urgent de procéder à un audit de l'ensemble des services et des finances de la municipalité, comme nous le demandons depuis le début du mandat. Les quelques aménagements faits de ci, de là, lorsqu'il y a des départs en retraite, bien qu'ils aient le mérite d'avoir été faits, nous pensons qu'ils ne sont pas forcément suffisants malheureusement, pour avoir un impact significatif sur l'efficience de la collectivité afin de pouvoir préparer l'avenir au mieux avec notamment des budgets qui seront plus difficiles à boucler dans les années à venir. L'échéance donc, de 2028-2029, avec notamment la fin du fonds de soutien, donc on parle quand même de 500 000 euros par an, arrive à grands pas. Tous les ans, nous le disons, c'est dès maintenant qu'il faut s'y préparer, en douceur, en prenant le temps de la concertation, plutôt que de sans cesse vouloir repousser l'inévitable, et alors être obligé de devoir prendre des décisions difficiles qui s'imposeront à nous et malgré nous. Donc, la question que nous nous posons donc par rapport à cet audit, pourquoi avez-vous donc si peur qu'un œil extérieur soit posé sur le fonctionnement de la ville ? Voilà, tout simplement. Et pour nous, aujourd'hui, c'est une nécessité de mettre toutes les choses à plat et de pouvoir préparer l'avenir avec des données objectives, une photographie de la ville à l'instant T qui nous servira de base pour construire l'avenir et de voir là où est-ce qu'il y aurait effectivement des économies et des aménagements possibles. Y a-t-il d'autres interventions ?
Je vais répondre. Je pense que vous preniez des cours, Monsieur Cordelet, parce que vous êtes trompé de conseil municipal. Je vous rappelle, nous sommes dans le débat d'orientation budgétaire. Nous ne votons pas un budget, là. C'est des orientations. Et je n'ai pas entendu Youssef dire qu'il y aura X augmentation ou pas du foncier, ou il y aura X augmentation ou pas des associations. C'est des perspectives, comme nous l'avons dit, y compris dans la réunion publique. Donc je pense que l'avantage que vous avez, sauf si les éléments évoluent, et on l'espère pour nous, c'est que vous avez déjà votre intervention ça a gagné du temps à tout le monde, votre intervention pour la séance du conseil municipal d'avril prochain. Et puis, au moins il y a une chose, vous auriez pu éviter de vous tromper, mais quand on est emporté, y compris pour dire des fois, pour essayer de prouver des choses qui ne sont pas la réalité, vous n'avez pas bien écouté Youssef, vous n'avez pas bien lu les documents, et en plus, vous étiez à la commission des finances, là c'est du redoublement, là, votre histoire. Youssef vous a dit, et c'est vérifiable, sur 2023, parce que ça on peut dire les choses, 2023, l'exercice terminé, nous sommes le 7 février. La partie du budget personnel a baissé d'1%, monsieur. Alors ne dites pas n'importe quoi, que ça a augmenté encore de manière extraordinaire. Les chiffres sont là, ils sont vérifiables par tout le monde. Voilà. Donc je voulais dire ça. Donc ne vous trompez pas de débat. Donc les orientations, effectivement, sont celles qu'a donné Youssef. C'est au moment du budget au mois d'avril, lorsque nous aurons à la fois le total des demandes et des propositions retenues dans le cadre du fonctionnement et d'investissement, que nous déciderons, et nous l'avons dit, Youssef l'a rappelé, il y aura une réunion début mars, le site je crois, début mars, avec les habitants, comme on l'a fait, maintenant on le fait depuis 2 ans, pour y compris mettre sur la table et voir comment on fait. Je veux quand même vous donner un chiffre. Parce qu'il paraît qu'on vit dans un pays, et les communes dépendent beaucoup. Youssef l'a rappelé, apparemment c'est pas important pour vous, monsieur Cordelet, mais bon, c'est comme ça. On dépend beaucoup des financements de l'État, comme toutes les communes de France et de Navarre. Je vais vous donner un chiffre, moi, parce que vous parlez d'un chiffre. Celui-là, c'est sur 2024. La loi de finances de l'État a décidé d'augmenter la dotation globale de fonctionnement de 1,11%. Mais il y a un problème. C'est que l'inflation, chacun s'accorde, c'est 2,5%. Je veux dire, le gouvernement aurait augmenté de 2,5% la DGF, on ne se poserait peut-être même pas la question, est-ce qu'il faudra ou pas augmenter le foncier ou les tarifs des services. Nous sommes en train de gérer un désengagement de l'État qui, d'un côté, nous baisse nos recettes de fait en pouvoir d'achat. Il a beau dire qu'il est au bout de la DGF, mais bon, on voit bien qu'il en manque. C'est comme vous, tous celles et ceux qui sont salariés ou retraités ou des prestations. Vous voyez bien que l'augmentation que vous avez à la fin du mois, vous avez pu avoir à des moments donnés, c'est loin de compenser l'inflation réelle lorsque vous allez faire vos courses, quel que soit l'endroit. Et qu'il y a un problème. On parlait de ciseaux, effet ciseaux, Youssef. Voilà. Donc vous voyez, on est confronté à ça. C'est comme les dispositifs, effectivement, on a eu un amortisseur sur l'énergie l'an dernier. Vous voyez, c'est 800 000, je ne vais pas tout redonner, 800 000 de moins, les amis. Ce n'est pas un problème de gestion de la ville ou pas de la ville, ça. Qu'on soit à Lonne, à Château-les-Vignes, à Grigny, à Vaux-en-Velin, donc des villes de sensibilité différentes, elles sont confrontées aux mêmes difficultés. Et vous, monsieur Cordelet, qui êtes très attentif à l'utilisation de l'argent public, comme d'ailleurs chacun d'entre nous, et ça s'impose, vous avez dû vous renseigner combien ça coûte un audit. Ça coûte un bras. Même des fois, tu en mets les deux. Et pour un résultat qui n'est pas forcément extraordinaire. Ben nous avons la faiblesse de penser que nous avons une administration, des personnels, une direction générale qui travaille, qui fait bien son boulot et qui est attentive, effectivement, dans chaque service pour que le fonctionnement soit le plus adapté possible aux évolutions à la fois des besoins des habitants, mais y compris les évolutions des process de travail, comme dans tout secteur de travail économique et industriel ou tertiaire, pour permettre effectivement, et le résultat 2023, c'est moins 1% du budget du personnel sur le budget de fonctionnement. Ça, c'est une vraie réponse. Voilà, moi, quelques... Il y a un aspect qu'a abordé Youssef, je voudrais le dire ici, c'est la question des assurances. Les collectivités aujourd'hui, petites ou grandes, sont en grande difficulté devant les assurances. Les assurances, ce qui est bien avec eux, c'est que pour faire payer les cotisations, ils sont au taquet.
Mais dès qu'il y a un sinistre, alors mais vous vous rendez pas compte, vous coûtez cher. Bah, je comprends pas bien à quoi ça sert une assurance. Mais j'ai cru comprendre quand même pour un certain nombre des assurances, ça sert surtout à enrichir les actionnaires. Bah, peut-être aussi qu'il faut que les choses bougent de ce point de vue-là. Et l'AMF s'est saisi du problème en mettant une commission en place pour faire des propositions au gouvernement, y compris pour pallier le désengagement d'un certain nombre d'assurances. Eh bien, peut-être que l'État joue le rôle d'assureur, notamment pour les collectivités. Ça semble important. Et puis un mot aussi sur un petit peu les questions de alors oui, j'ai entendu assommer de taxes. Bon, ouais, enfin, c'est bien, il y en a ici qui pensent. Moi, je suis de ceux qui pensent que le problème, c'est pas l'impôt qui pose problème, c'est qu'il est très mal réparti. Quand j'entends ce matin à la radio, là, Total Énergie, enfin, moi, ça me fait hurler quand j'entends ça. Hurler 20 milliards de profits. Sur qui l'ont fait 25. C'est quand on va à la caisse, prendre l'essence, enfin mettre le carburant ou toute l'énergie devant cette multinationale. Et ils ont décidé de reventiler 40% aux actionnaires, de qui on se moque. Là, il y en a de l'argent pour répondre, pour relever le défi des collectivités. Vous voyez, je suis un peu peut-être, mais vous voyez, il y a des choses qui sont inacceptables. À un moment donné, il faut aussi que les politiques ils fassent des choix qui répondent à l'attente. Et puis un petit mot quand même, parce qu'on y travaille modestement sur notre collectivité, parce qu'on a, c'est pas notre prérogative directe, mais quand on a le souci d'avoir dans notre restauration municipale des produits de qualité, des circuits courts, ou avec une agriculture raisonnée ou voire biologique, aussi effectivement une pensée pour les agriculteurs et agricultrices qui, là encore, ont eu des non-réponses de la part du gouvernement, parce que ce que souffle l'agriculture, c'est qu'ils ne vendent pas le fruit de leur travail au prix suffisant. Et là encore, vous avez vu la différence qu'il y a entre le prix acheté aux agriculteurs et le prix fait là quand vous les achetez. Hein. Et sur l'année dernière, ça baissait, je crois, de 3,5 le prix d'achat aux agriculteurs, mais les intermédiaires, eux, ont augmenté entre 15 et 20%. Cherchez l'erreur. Je ne pense pas qu'il faut faire l'ENA pour comprendre qu'il y a des solutions assez simples à trouver. Et puis, il faut combattre tous les accords de libre-échange qui se succèdent en Europe, qui font qu'il y a une concurrence libre et non faussée, comme ils disent, et qu'on met en concurrence des produits qui viennent de certains pays où il n'y a aucun contrôle sanitaire, où c'est compris élevé avec des OGM, etc., alors que les paysans français, et c'est normal parce que les premières victimes, y compris des pesticides, c'est les paysans français eux-mêmes, eh bien, ils essayent, ils créent l'égoïsme de faire leur métier le mieux possible. Je voulais dire ça parce que là aussi, c'est des questions d'actualité, mais qui sont pas sans percussion. Youssef disait l'augmentation des prix alimentaires dans notre budget, pour notre restauration, parce qu'on n'a pas voulu céder sur la qualité dans l'assiette. D'autres ont fait d'autres choix, mais ça, chacun fait ses choix, voilà. Donc, ce que je vous propose, parce que c'est comme ça qu'on dit, qui prend acte du débat d'orientation budgétaire pour 2024 ? Donc, on vote ? Ah oui, demain, mais excuse-moi. Mais aujourd'hui ? Oui, si vous voulez, allez-y. Je pense qu'effectivement, vous ne nous avez pas bien écouté non plus, puisque j'ai le texte que je vous ai lu. Et effectivement, je disais, par exemple, donc, parmi les orientations que vous nous proposez, en parlant des 1% de l'augmentation de la taxe foncière, donc en l'occurrence, on n'a pas dit que vous allez le faire, on a dit que c'est ce que vous êtes en train de nous proposer. Donc voilà. Si, c'est un des scénarios parmi ceux que vous nous proposez, on est bien d'accord. Donc c'est bien un sur la table. Oui, a priori en commission des finances, c'était celui qui était privilégié. Bon, donc on verra. Ensuite, vous nous parlez des 1% de charges de personnel qui ont baissé dans le fonctionnement global de la mairie, avec des charges générales qui ont fortement augmenté du fait de l'augmentation du coût de l'énergie. Il est normal, effectivement, que les charges de personnel, elles, ont stagné ou légèrement baissé. Voilà, c'est tout. C'est une question de fonction. Bah si. Les charges de personnel sont dans le fonctionnement global. Donc si les charges autres que le personnel augmentent fortement, forcément, le ratio, il baisse. C'est tout. C'est mathématique. C'est mathématique. Donc forcément. Donc ensuite, voilà, tout ce que vous dites sur les agriculteurs, nous, on partage évidemment. Et là, je pense que c'est un problème global et
et même à l'échelle européenne. Et il y a des élections européennes au mois de juin, ça tombe bien, et j'invite en tout cas tous les Allonnais à se déplacer massivement aux élections, même si on sait que forcément généralement c'est plutôt celle où il y a le moins de participation. Et pourtant, malheureusement, ce sont les plus importantes. Donc, nous, en tout cas, on verra. On va continuer à participer dans les commissions des finances et dans les différentes commissions pour effectivement construire ce budget 2024. Mais quand vous parlez de l'audit, pour nous, quand il n'y a pas eu d'audit depuis X années, je pense que même vous n'étiez même pas encore maire la dernière fois qu'il y a eu un audit sur la ville d'Allonnes, il est peut-être aujourd'hui nécessaire, ne serait-ce que pour avoir une vue objective et d'avoir une photographie à l'instant T de l'efficacité des services. Aussi bien pour vous que pour nous que pour l'ensemble des services, en fait, c'est tout. Par moment, il est nécessaire de prendre un peu de recul par rapport à la situation. Et c'est vrai que quand on est la tête dans le guidon tout le temps, à un moment donné, on ne voit plus forcément les choses telles qu'elles le sont réellement. N'importe quelle entreprise peut le faire, et il n'y a pas de raison que la ville ne soit pas effectivement concernée. Aujourd'hui, comment ? Effectivement, oui, on n'est pas une entreprise. On a un avantage par une entreprise, c'est qu'on n'a pas l'obligation de faire de bénéfices. On a juste effectivement à être à l'équilibre. Donc voilà. Maintenant, effectivement, un audit pour savoir où est-ce qu'on en est, pour nous, aujourd'hui, le jeu en vaut la chandelle. Et ça peut être d'ailleurs des audits qui peuvent être faits par des organismes publics. Vas-y, Youssef. Très rapidement, pour reprendre votre expression, avoir une vision objective, et notamment sur la question de l'audit. Pour votre information, en 2016, la collectivité a eu un contrôle de la Cour des comptes qui a mentionné avoir une gestion saine et pas de remarques notables qui ont été mentionnées. Donc on parle d'audit, mais la Cour des comptes quand même a rendu ses retours en 2016. Merci Youssef, il faut de préciser, parce que je vous rappelle quand même que quand nous prenons toutes les délibérations du conseil municipal sont validées, passent au contrôle de légalité et les services fiscaux y compris. Regarde ça attentivement. Je propose donc là Oh bah oui, mais attendez, vous faites un monopole là. Non, c'est plus un débat, ça, c'est un monopole. Ouais. Bon, donc je prends mes responsabilités, de prendre acte du débat d'orientation budgétaire pour 2024. Qui est-ce qui prend acte ? Parce que, de toute façon, merci. Y a-t-il des personnes qui prennent pour acte ? Ou des abstentions ? Je vous en remercie. Youssef, délibération numéro 3. Délibération numéro 3, j'en ai fait référence tout à l'heure lors de la présentation du DOB. Nous sommes passés à la FPU, la fiscalité professionnelle unique, dans le cadre de Léman Métropole. Et dans ce cadre-là, une commission locale va être mise en place pour évaluer le transfert des charges, qu'on appelle le CLETEC. La commission locale d'évaluation des transferts de charges de Le Mans Métropole. Et dans ce cadre-là, il est proposé que les personnes qui représentent la collectivité, ce soit moi en tant qu'adjoint aux finances, et que je sois suppléé de Francine Giffard. Merci Youssef. Y a-t-il des demandes d'intervention ? Propose de passer au vote. Qui est pour les deux propositions ? Je vous en remercie. Y a-t-il des abstentions, des votes contre ? Je maintenant la parole à Céline. Bonsoir. Donc, moi, je change de sujet. Je vais vous parler de compétences de Le Mans Métropole en vous présentant le rapport annuel donc, sur le prix et la qualité des services publics de la prévention et gestion des déchets et assimilés. Voilà, et le prix et la qualité du service eau et assainissement. Donc, pour commencer sur la partie du service propreté, donc direction de Le Mans Métropole sur la gestion durable, les services urbains, patrimoine et plus particulièrement le service donc, propreté qui assure la mise en œuvre de la compétence en matière de collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés. Donc ça comprend tout ce qui est collecte, tri, valorisation, les déchetteries, installation de traitement.
Donc, c'est le rapport 2022. Donc, sur les événements marquants, je ne vais pas tous vous les décliner parce que le rapport est visible donc, sur nos tablettes, mais aussi consultable au secrétariat général. Donc, les événements marquants de la collectivité, donc c'est la mise en place d'autres modes de collecte lipomobile, mais aussi l'étude et la réalisation d'une nouvelle déchetterie-recyclerie. C'est celle-ci qui va vraiment nous intéresser davantage, avec des réflexions sur les unités de valorisation énergétique des déchets. Le lancement donc, de l'AMO, donc assistance de maîtrise d'ouvrage, pour la création d'une nouvelle plateforme de broyage des déchets verts sur le périmètre donc, de Le Mans Métropole. Et le lancement d'un programme donc, de conteneurs enterrés, mais je ne vais pas trop détailler parce qu'au final, on apprend des expériences négatives et on reconstruit les choses autrement pour permettre plus d'efficience dans cette gestion. Voilà, donc en tout cas aussi ce qui est intéressant donc, de voir, c'est la reprise aussi des ateliers d'animation de sensibilisation à la gestion des ordures ménagères et de certains déchets. Et aussi, donc, ce rapport reprend aussi l'unité de valorisation énergétique des déchets. Celle-ci, effectivement, je vous la présente un peu plus parce qu'elle nous intéresse, puisque c'est ce qui mène au réseau de chaleur par lequel nos bâtiments sont chauffés, et notamment tous les habitats collectifs Sarthe Habitat. Donc, voilà. Et ensuite, il y a la collecte donc, sélective des déchets, mais ça, rien n'a changé. Et la réduction, là c'est un des points forts aussi, c'est la réduction des ordures ménagères avec des objectifs zéro déchet, l'allongement de la durée de vie des produits et la gestion de proximité des biodéchets. Voilà. Sur les perspectives 2023, donc la construction de la nouvelle déchetterie qui est toujours effectivement au programme et qui avance avec une définition d'un programme et un lancement du marché de maîtrise d'œuvre, mais en fait au final ça c'était les perspectives 2023 et les choses ont plutôt bien avancé et les travaux concernant les déchetteries situées sur Le Mans Métropole. Ensuite, il y a le rapport annuel donc, sur les prix qualité de service public, sur la prévention de gestion, sur les prix de la qualité du service eau et assainissement. Donc là, effectivement, là aussi, c'est une compétence de Le Mans Métropole. Le Mans Métropole se félicite, effectivement, malgré un contexte plutôt difficile, un contexte économique difficile, avec des conséquences dues au conflit russo-ukrainien qui impactent les coûts de l'énergie. Mais effectivement, là où Le Mans Métropole se félicite, c'est d'avoir plutôt maintenu des prix stables sur les consommations d'eau. Et le traitement aussi. Donc, aussi, il est abordé la mise en service de la nouvelle unité de production d'eau potable à l'Épau, des gros travaux qui ont valu un investissement maîtrisé et important, puisque là, nous parlons de 25 millions d'euros sur 5 années. Et puis, donc, une restructuration du process de la production d'eau potable. Donc, pareil, dans ce rapport que vous pouvez trouver sur les tablettes ou au secrétariat général, vous pouvez trouver plein d'informations, notamment aussi la gestion des factures, ce qui peut des fois être intéressant d'avoir en tête. Voilà, et là, tout se poursuit, tous les projets se poursuivent avec ce qui va être aussi intéressant, c'est un projet plus 2024-2025, c'est la poursuite donc, des études pour la création d'une réserve d'eau naturelle dans le méandre de l'Huine, avec toute une série de travaux sur le barrage. Voilà. Donc ce rapport reprend tous les temps forts de l'année 2022 avec tous les budgets. Quand on veut plein de chiffres, on en trouve tout plein. Il y a de quoi se satisfaire. Et comme je vous ai dit, il aborde aussi la station d'épuration de la Chauvinière qui est effectivement à proximité de notre ville. Sur les perspectives aussi, il y a des phases de travaux sur la station d'épuration de Trangé, mais là, nous sommes un peu moins impactés.
Et aussi, donc, comme je vous le disais, le barrage de l'Épau, c'est une restauration, mais aussi tout un programme sur la partie hydroélectrique. Voilà, avec la création de réserves d'eau naturelle. Voilà tout ce que je peux vous dire. Et puis, si vous avez des questions. Merci Céline. C'est une délibération. Alors, là encore, on va prendre acte de ce... On l'a eu d'ailleurs au Conseil de Le Mans Métropole. C'est une délégation forte, historique de Le Mans Métropole, qui a, depuis ces dernières années, il y a quelques compétences supplémentaires. Mais celle-là, elle est au début, au cœur de son activité. Et avec, quand même, on peut se féliciter, notamment sur la régie, sur l'eau, que ce soit une régie... c'est une régie municipale, quoi, tout simplement, enfin intercommunale maintenant. On a un service public de l'eau de Le Mans Métropole qui fait que le prix de l'eau dans notre collectivité est très maîtrisé, y compris avait baissé pour les habitants hors Le Mans l'an dernier, puisqu'il y avait eu, on s'est aligné sur ceux du Mans qui étaient moins élevés. Voilà, donc merci Céline. Y a-t-il une demande d'intervention sur cette délibération? Je propose de passer. Bon, oui, donc on prend acte. Qui est-ce qui prend acte alors? C'est curieux, comme. Bon, maintenant on vote pour prendre acte. Bon. Cyril. Voilà. Désolé. Bonsoir tout le monde. Donc en fait là on est une délibération pour une demande de déclaration d'utilité publique et d'enquête parcellaire. Donc en fait la déclaration d'utilité publique c'est pour l'aménagement du cœur de ville. Donc c'est un projet qui est commencé depuis plusieurs années et qui est vraiment une nécessité. On sait bien sur la ville, de changer ce centre commercial, de rénover tout ce quartier. C'est une obligation qu'on s'est donnée à la ville. Là, il n'y avait pas eu déclaration d'utilité publique pour l'instant. Parce que pour l'instant, une déclaration d'utilité publique, en fait, l'idée de ce document, c'est pouvoir obliger les gens, à pouvoir faire des expropriations pour pouvoir acheter tous les terrains, pour construire ici. Actuellement, on était toujours dans des phases amiables avec Cenovia qui est chargé d'aménager le terrain. C'est une délégation qui est donnée par Le Mans Métropole. Et donc Cenovia a fait pour l'instant plusieurs achats. Et il reste actuellement 35% de la parcelle où il y a le centre commercial qui reste encore à acheter. En sachant que les travaux sur l'ILOA devraient commencer en juin 2024, avec l'idée qu'en gros il y aurait 2 ans de travaux et après on pourrait attaquer les travaux pour faire construire un îlot B, C et D sur l'actuel centre commercial. Il faut sécuriser le fait que que tous les terrains puissent avoir été achetés avant cette fin-là. Donc, comme une déclaration d'utilité publique, il faut 1 an d'études pour pouvoir mettre en place la possibilité de pouvoir aller jusqu'à l'extrême, c'est-à-dire l'expropriation. On a cette sécurité à prendre dès maintenant, donc d'accorder au président de Le Mans Métropole, parce que le président de Le Mans Métropole qui est chargé d'assurer cette déclaration d'utilité publique et donc de gérer derrière l'expropriation. Donc en fait d'accorder ce droit au président de Le Mans Métropole. Donc voilà, donc c'était juste pour acter ce document. Voilà. Merci Cyril. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette délibération? Ça concerne notamment vraiment le centre commercial. Pour l'instant, on peut le dire, les acquisitions se passent correctement. Mais c'est surtout pour être prévoyant, parce que ce serait dommage que, vu déjà le temps que ça met, qu'un seul propriétaire d'une des cases restant, fasse un peu de résistance, ça peut arriver. Donc voilà, donc c'est par précaution que Le Mans Métropole a pris cette enquête de cette disposition, merci, et permettre effectivement d'avancer le mieux possible. S'il n'y a pas d'intervention, qui est pour cette délibération? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous en remercie. Monsieur Cordelet, pour votre question.
Oui, donc chers collègues, donc comme vous l'avez commencé à l'annoncer en fin d'année dernière, donc il y a un projet qui va être remis sur la table durant les prochaines semaines, les prochains mois. Donc c'est le projet de cession de la mosquée au profit de la nouvelle association, donc qui occupe les locaux depuis un an. Donc pour remettre un petit peu dans le contexte, voilà, je vais vous donner quelques chiffres. Donc le coût de la construction de la mosquée, donc seul en 2010, a coûté donc un peu plus d'1 million d'euros d'argent public, dont 850 000 euros pour la ville. Aucun loyer n'a été perçu entre 2010 et 2021, donc c'est un manque à gagner à peu près pour la ville, estimé à 250 000 euros. Les charges, donc l'eau, le chauffage, l'électricité, donc ont été payées par la ville entre 2010 et 2022, donc pour à peu près 100 000 euros. La limite basse, donc fixée par le service des domaines, donc le service de l'État, donc pour cette vente, a priori, le bâtiment serait estimé à 300 000. Donc l'année dernière, nous avons perçu donc 26 000 euros pour le loyer nouvellement mis en place. On avait d'ailleurs, je crois, voté à l'unanimité à ce moment-là, début décembre l'année dernière. Voilà, nous on demandait ce loyer et la préfecture également. Et donc si la vente dans ces conditions allait à son terme, donc ce serait une perte nette pour la ville, donc depuis 2010 d'à peu près 900 000 euros, soit, donc seulement pour la ville, soit grosso modo 70 000 euros par an. Ma question donc, elle va plus spécifiquement porter sur le plan de financement lors de la construction. Donc initialement, donc avec les chiffres à l'appui, donc la région des Pays de la Loire et l'ANRU, donc l'Agence nationale de renouvellement urbain, donc qui était pilotée donc, par la préfecture, devaient respectivement donc, prendre en charge 29% et 51% du projet. Donc au global, donc salle Yvon Lubie plus mosquée. Seulement voilà, au tout début, il n'avait pas forcément été explicitement spécifié que la partie interculturelle devait finalement servir de lieu de culte. Donc quand la région et l'ANRU ont appris cela, ils ont revu leur plan et ont indiqué à la ville qu'ils ne financeraient pas les surfaces dites cultuelles. En raison évidemment de l'incompatibilité avec la loi de 1905 qui interdit tout financement de nouveaux lieux de culte après le 1er janvier 1906, avec de l'argent public. Donc évidemment, nous, on était concernés. La question que nous nous posons donc, et comme vous étiez déjà maire donc, à l'époque, je pense que vous allez très certainement pouvoir éclairer notre lanterne, pourquoi lors de la construction de la mosquée, la ville d'Allen donc, a pris financièrement le relais de l'ANRU et de la région qui n'ont pas souhaité financer les surfaces destinées à l'exercice du culte puisque contraire à la loi. Merci. Cyril ? Ouais, donc en fait, là vous nous dites que c'est puisque contraire à la loi. L'espace cultuel et le bâtiment ont été construits sans avoir eu de repos, enfin que la préfecture ne vienne redire que ça. Il n'y a pas eu de problème sur le contrôle de légalité, il n'y a pas eu de problème pour le comptable public pour payer, il n'y a pas eu de souci là-dessus. De plus, on a la jurisprudence du Conseil d'État de 2011 et 2022 qui rappelle qu'il est permis aux collectivités de subventionner des travaux bénéficiant aux pratiquants de culte sous réserve que cette subvention soit justifiée par un intérêt local. On rappelle qu'à l'époque, tout ce qui était prière et tout ça avait lieu dans les parkings ou dans les caves. Donc, l'idée d'accorder à une association qui culturelle et cultuelle d'occuper un lieu sécurisé était quand même, pour moi, une des meilleures idées. Plutôt que de les laisser, il y avait un problème de sécurité publique quand même. Donc, ça, de toute façon, d'un point de vue de la loi, dès qu'il y a la mise à disposition d'un local municipal à une association mixte est justifiée par un intérêt local, la subvention est dans sa globalité légale, peu importe la répartition entre activités culturelles et cultuelles. C'est ça ce que dit le Conseil d'État. Donc ici, dans ce cas-là, il n'y a aucun problème. En ce qui concerne le financement, avec le retrait de l'ANRU et de la région, ils ont décidé d'arrêter de financer, mais ils ont décidé d'arrêter de façon ce financement une fois que les travaux étaient déjà commencés. C'est-à-dire qu'il y avait déjà financé, c'était déjà vraiment, et même fini. Donc, il fallait bien qu'à un moment les travaux soient payés, parce qu'il restait à charge, donc la ville. Donc évidemment qu'il fallait financer ça.
en sachant que c'est pareil, l'ANRU, vous dites que c'est pour cette raison. Moi, je voudrais voir le texte qui dit que l'ANRU, que c'était vraiment que pour ça, en sachant que l'ANRU est capable aussi on comprend pas toujours les décisions. Par exemple, ici, il refuse de financer la rénovation énergétique de Jean Carmet. Est-ce qu'ils sont contre les associations culturelles qui l'utilisent? Je ne pense pas non plus. Donc, il y a des conditions. Là, c'était une décision de l'ANRU, une décision de la région. Après, la prise en charge par la collectivité, était normal. Voilà. Merci Cyril pour cette réponse, une question, une réponse. Je vous propose donc de passer maintenant la parole à Catherine pour les accroissements saisonniers d'activité. Comme tous les ans, lors de la période estivale, la ville a besoin d'agents contractuels pour des besoins saisonniers au sein de différents services. Service des sports, donc vous savez que l'opération vacances à la piscine à 1 €, elle est reconduite maintenant pour toutes les périodes de vacances scolaires. Nous avons pour cet été donc besoin de 2 BNSSA à temps complet du 6 juillet au 31 août 2024 et d'un BNSSA tous les samedis à 7h, pour le mois de juin. Par ailleurs, dans le cadre des Olympiades sportives qui se dérouleront du 8 juillet au 2 août 2024, il sera nécessaire de recruter un agent qui participera au suivi sous la responsabilité de la direction du service des sports. Concernant le service population qualité relations citoyennes, le fonctionnement d'une cellule VIT permet de maintenir une ville propre en période estivale, ce que nous constatons l'été. Donc il est proposé de recruter 2 agents contractuels, un pour juillet, un pour août. Ce sont nos fameux jeunes cyclistes qui sillonnent la ville tous les matins et début d'après-midi de l'été. Enfin, par rapport au service des espaces verts, il est proposé de recruter 5 agents contractuels afin de maîtriser les tontes et le désherbage. Pourquoi 5 ? Parce que nous compensons l'absence d'une entreprise qui travaillait avant avec la ville d'Allonnes, mais 4 mois pour une entreprise, ce n'est pas intéressant financièrement. Donc voilà pourquoi il est demandé 5 agents. Merci Catherine. Bon, c'est des demandes qu'on fait régulièrement. Ah, Catherine a oublié. Excusez-moi, j'ai oublié quelque chose. Enfin, pour le service éducation, 4 agents pour un volume entier de 110 heures, donc très peu, pour la constitution des kits scolaires qui seront réalisés fin août pour permettre de donner ça aux familles début août. Merci Catherine. Bon, c'est donc des emplois que régulièrement on renforce nos services parce qu'il y a plusieurs... parce qu'on fait été à la piscine, il faut renforcer. On est très attentif à ce que tout l'été, l'espace public soit de bonne qualité. Donc il y a à la fois un ramassage, on a ce qu'on appelle le cycliste qui passe tous les matins. On travaille même avec une entreprise pour qu'il y ait une intervention le week-end. C'est quelque chose, un engagement très fort, je crois, de la part de la ville d'Allonnes en termes de service public. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette délibération ? Je propose de passer au vote. Qui est pour ? Y a-t-il des abstentions ? Je vous en remercie. Audrey, adhésion à Landvita. Oui, moi je vais vous parler de l'opportunité d'adhérer à Envita, l'Association nationale des villes et des territoires accueillants. Donc nul n'est sans conteste, les crises géopolitiques, on les connaît tous, ne cessent de croître, de se multiplier, et on voit bien que nombreux fuient leur pays pour des raisons, fuyant les combats, mais pas que les combats, des persécutions, ou aussi en raison de crises climatiques. À cet effet, la ville d'Allonnes est forte de son histoire et ses valeurs de solidarité et de paix, a toujours eu à cœur de défendre les droits humains par une mobilisation collective municipale et en lien étroit, et on les remercie, avec les acteurs associatifs pour réserver un accueil digne à ces populations. Si l'élaboration, en fait, et les mises en œuvre politiques migratoires et d'accueil relèvent de l'État, on voit bien que les collectivités sont toujours en première ligne pour l'accueil des populations à travers leurs compétences. On voit bien en termes d'accueil, scolarisation, culture, insertion professionnelle. Et face à cela, les collectivités déploient bien souvent des efforts en termes d'accueil et d'inclusion qui vont au-delà de leurs compétences.
c'est en cela que l'association Envita est intéressante. C'est dans cette continuité avec des cohérences et cohérente avec les valeurs de la ville d'Allonnes. Eh bien, c'est un réseau de collectivités, pas moins de 82 collectivités de toute sensibilité, avec comme adhérents des petites comme Allonnes, mais la Flèche, pardon, de grandes villes. Et c'est l'opportunité, en fait, d'avoir des solutions dignes et adapté à chaque situation. Et c'est surtout un réseau national de villes qui assure et un réseau notamment d'échange de pratiques. Cette adhésion, elle a tout son intérêt puisqu'elle viendrait compléter et enrichir l'élaboration des politiques publiques locales déjà menées par la ville et par le CCAS. Donc, c'est pouvoir bénéficier de l'ensemble de ces travaux, des réflexions collectives notamment, d'action, et afin que la ville d'Allonnes y joue un rôle actif, il apparaît utile et nécessaire d'adhérer à Envita et d'adopter la charte, les statuts et que le conseil municipal éventuellement me désigne référente. Je vous en remercie. Merci Audrey, ouais, c'est pour nous, ça nous a semblé, on a été sollicité d'ailleurs par un élu de la ville de La Flèche, puisque la ville de La Flèche est adhérente à cette association, dans une période où on voit bien les débats qui peuvent exister autour de l'accueil, et que dans, je dirais, l'héritage de nos engagements, et c'est pas que l'héritage, notre action aujourd'hui, on vous fait donc la proposition que la ville d'Allonnes rejoigne ce réseau de collectivités. Y a-t-il des demandes d'intervention? Oui, monsieur. Bonjour à toutes et tous. Le projet numéro 7 que nous étudions actuellement ne nous a pas été soumis en commission auparavant, sauf erreur de notre part. Je ne me trompe pas. Or, depuis plusieurs mandats, la majorité se targue auprès des Allonnais et des Allonnaises que tous les projets sont soumis au conseil municipal, sont déjà débattus lors des commissions avec les élus qui les constituent, donc élus de majorité, élus de l'opposition. C'est pourquoi nous ne débattrons pas et nous nous abstiendrons sur l'objet et le contenu de ce projet qui nous est parvenu qu'hier matin. Il serait agréable que la prochaine fois que l'on souhaite adhérer à une telle association, on soit averti déjà lors d'une commission, qu'on puisse au moins en débattre comme on le fait d'habitude sur tous les sujets qui concernent la ville d'Allonnes. Merci à vous tous. Céline ? Alors, voilà, on prend acte de votre remarque, mais si mes souvenirs sont bons sur la commission mixte droits humains et égalité femmes-hommes, en fait, il y a eu plein de choses de passées, mais on ne vous a jamais vu. On ne vous a jamais vu, en fait. Vous n'êtes jamais venu, l'opposition n'est jamais venue sur les commissions qui concernent les droits humains et les égalités femmes-hommes. Alors, donc, Madame Emam, c'est comme j'ai dit au début de mon intervention, sauf erreur de notre part, c'était à ce moment-là qu'il fallait me couper. Non, parce que je suis polie et je vous laisse aller jusqu'au bout pour pouvoir rebondir. Pardon. Non, ici, on ne coupe pas la parole, on laisse chacun et chacune s'exprimer. Donc, j'entends la réponse de Céline, voilà, donc comme ça, tout le monde a les éléments. Je vous propose de passer au vote. Qui est pour cette délibération ? Oui. Merci. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Je vous en remercie. Groupement de commandes entre la ville d'Allonnes et le CCAS et le centre social Gisèle Halimi. C'est une délibération que l'on vote tous les 4 ans où l'objectif c'est d'ouvrir un marché en commun entre la collectivité, le CCAS et le centre social sur le marché des fournitures de bureau, donc tout ce qui est papier, consommable d'impression, etc. L'idée, c'est de voter cette délibération, voilà, pour permettre une nouvelle fois d'avoir cette convention et d'ouvrir un marché sur les 4 prochaines années, donc 2024-2028, parce que la convention précédente s'arrête en mai 2024 et l'idée, c'est d'anticiper et de continuer d'avoir ce groupement de commandes qui permet d'avoir des prix plus intéressants et de permettre que ce soit et à la collectivité et CCAS et au centre social d'avoir des prix intéressants, des prix de gros comme
dirait l'autre. Voilà. Et il est aussi prévu que ce soit la ville d'Allonnes qui ait la coordination de ce marché, parce que c'est plus simple que ce soit la collectivité qui le porte. Merci Youssef. Pour ça, dans le sens, on est plus fort ensemble que chacun dans son coin, surtout face aux rapaces, parce que là, les prix n'arrêtent pas d'augmenter. Hein. Voilà. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette délibération? Je propose de voter. Qui est pour cette délibération? Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous en remercie. Catherine. Alors, dans la réforme de la protection sociale complémentaire dans la fonction publique territoriale, initiée par l'ordonnance numéro 2021-175 du 17 février 2021, place la couverture des risques prévoyance et santé des agents au premier plan de la responsabilité des employeurs publics territoriaux, ce qui n'était pas le cas avant. Cette réforme introduit notamment une obligation pour les employeurs publics de mettre en œuvre une participation financière à la couverture du risque prévoyance de leurs agents à compter du 1er janvier 2025, puis à celle des risques frais de santé à compter du 1er janvier 2026. Nous vous proposons donc de donner mandat au centre de gestion de la Sarthe, membre du groupement de commandes constitué des 5 centres de gestion des Pays de la Loire, pour l'organisation, la conduite et l'animation du dialogue social au niveau régional, en vertu des dispositions de l'accord collectif national, portant réforme de la protection sociale complémentaire dans la fonction publique territoriale, et de donner mandat toujours au centre de gestion de la Sarthe pour la réalisation d'une mise en concurrence visant à la sélection d'un ou plusieurs organismes d'assurance et la conclusion de conventions de participation pour la couverture du risque prévoyance. Merci Catherine. Là encore, une délibération qui vise à travailler collectivement pour essayer d'avoir les meilleurs prix. On y reviendra dans les conseils municipaux et les commissions ad hoc, parce que derrière, ça va être parler beaucoup, là, enfin certains parlaient qu'il y avait trop de charges personnelles. Ça va accentuer les dépenses sur ce poste-là, automatiquement, sans compensation de l'État, bien sûr. Cette mesure est juste, hein, mais sans compensation de l'État. Voilà. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette délibération? Je propose de passer au vote. Qui est pour? Y a-t-il des abstentions ou des votes contre? Je vous en remercie. Et maintenant, on cède la parole à Cyril pour les 2 dernières délibérations. Oui, alors celle-ci, très importante. Il y a une délibération qui est passée au dernier conseil municipal pour rétrocéder des parcelles de Le Mans Métropole à la ville d'Allonnes. C'était celles qui étaient en fait nos actuels jardins familiaux sur lequel, au Basse-Métairie, sur lequel... qui appartiennent à Le Mans Métropole, et on avait oublié une parcelle, donc là c'est la rajouter, la BL19, donc dire qu'on accepte la rétrocession aussi de la BL19, voilà. Effectivement, une délibération très importante. Ceci étant dit, pour celles et ceux qui marchent, ou qui courent, ou qui font du vélo, ou qui font de l'équitation, là je pense à Mélanie, vous avez vu que la partie derrière des Basses-Métairies, ça y est, ils ont commencé à déboiser, que les travaux sont entrepris, que tout devrait être livré normalement au printemps. Et pour celles et ceux qui utilisent ce secteur, ça va être hyper agréable. Voilà, donc si on n'a pas, depuis 10 ans, si je n'ai pas fait 25 relances, c'est que j'en ai pas fait une. Mais vous voyez comme quoi, des fois, il ne faut rien lâcher. Mais c'est un peu comme ça qu'on pratique. Y a-t-il des demandes d'intervention, cette délibération? Je propose de passer au vote. Qui est pour? Y a-t-il des abstentions ou des votes contre? Je vous en remercie. Cyril. Donc là, c'est le rapport de présentation, enfin c'est pour l'élaboration des zones d'accélération pour les énergies renouvelables, ZEDA et ENR. Donc en fait, l'État a voté une loi donc en juin 2023 pour créer des zones où en fait il va falloir, où on pourrait accélérer la production d'énergie renouvelable. Donc ils ont demandé aux communes, aux collectivités locales différentes de savoir sur quelle partie de leur territoire on pouvait privilégier cette accélération. Donc ceci pour là, c'est encore dans les tuyaux, on ne sait pas comment ça va être fait.
Tout ça, en fait, pour que les projets qui seront sur ces zones-là, ils aient des délais réduits d'instruction de la part de l'autorisation environnementale et de dispositifs financiers préférentiels, mais qui seront définis plus tard. Donc on ne sait pas non plus encore quand, mais voilà. En sachant que ces zones, même si on décide de dire que c'est plus qu'il faut construire plus de photovoltaïque à certains endroits ou à d'autres, ça peut être, bien sûr, des secteurs photovoltaïques peuvent être construits en dehors de ces zones. Par contre, ils ne bénéficieront pas des délais réduits d'instruction ou d'autorisation environnementale. Donc, sur notre ville, en fait, au point de vue cartographie, donc il est proposé quelques zones d'accélération pour le photovoltaïque. Donc, évidemment, c'est toute la zone urbaine. Donc là, avec la possibilité de mettre des panneaux photovoltaïques sur les bâtiments. Il y a aussi les ombrières sur les parkings. Donc voilà, donc c'est ces zones qui ont été définies pour ça. On a aussi, et je précise bien aussi sur le photovoltaïque quand même, qu'on évite surtout que ça soit sur les surfaces agricoles aussi. C'est-à-dire qu'il existe, et moi là c'est quelque chose qui me tient à cœur, il existe actuellement une opportunité chez certains d'acheter du terrain agricole moins cher et mettre du panneau photovoltaïque pour revendre EDF. Donc de faire simplement la spéculation. Et après on ne va pas me dire derrière qu'on puisse vraiment utiliser ces terrains en zone agricole. Donc ça c'est un vrai risque. Donc là par contre on a bien sûr exclu de toute la surface d'Allonnes, évidemment, la possibilité, enfin, on ne les a pas mis en possibilité d'accélération. On a simplement laissé quelques zones dégradées, genre l'ancien circuit des Amis du 4x4, par exemple, qui est bien sûr maintenant plus impropre à la production agricole. Donc ça, c'était les principales mesures, parce qu'après, dans les procédures d'accélération de méthanisation, on a l'ensemble du territoire, parce qu'en fait, derrière, c'est avec nos déchets verts, Le Mans Métropole va produire du méthane. Donc c'est pour ça que comme il y a le ramassage de nos ordures ménagères sur l'ensemble du territoire, donc l'ensemble du territoire est en procédure de zone d'accélération. Donc voilà, ça c'était les principales. Et évidemment aussi la procédure de zone d'accélération du réseau de chaleur, c'est-à-dire que là on a mis aussi toute la zone urbaine. Donc pour compléter, parce qu'on a quand même des endroits encore jusqu'au Haute-Métairie où là il n'y a pas le réseau de chaleur. Ou Haute-Métairie, pardon. Voilà. Donc c'était pour valider ces cartes. Merci Cyril. Y a-t-il des demandes d'intervention? C'est une délibération importante, hein, mais on est déjà une ville très engagée puisque réseau de chaleur, méthanisation, panneaux photovoltaïques, on est plutôt bien placé. S'il n'y a pas d'intervention, je propose de passer au vote. Qui est pour? Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous en remercie. Je voudrais, avant de conclure, passer la parole à Céline pour qu'elle fasse un rappel sur une initiative importante à l'occasion de la fête internationale du 8 mars, journée des droits des femmes, internationale des droits des femmes. Oui, donc c'est pour vous rappeler un petit peu le contexte, puisque Roger Leroy, président du Centre social, est présent ce soir, donc ça tombe très bien. Puisque le Centre social Gisèle Halimi, déjà rien que de par son nom, effectivement, a un engagement fort vis-à-vis des droits des femmes. Donc c'est tout simplement que par cette dynamique partagée et cette volonté de vouloir faire avancer les égalités entre les femmes et les hommes, que du coup la municipalité est engagée aux côtés du centre social pour effectivement l'occasion du 8 mars. Alors, une commission des égalités a été créée et effectivement différents partenaires nous ont rejoints finalement. JSA et aussi la FSGT. Voilà, si j'oublie quelqu'un, j'en suis désolée. Je m'en excuse. Et en tout cas, a émergé ce programme riche que je vous invite vraiment à venir voir. Parce que déjà, il y a effectivement la pièce de théâtre, les monologues du vagin. Ne vous arrêtez pas au titre, venez voir. Venez voir parce que effectivement, on y aborde les tabous sans tabou.
On est d'accord, voilà. Ensuite, il y a eu tout un travail de mené par le centre social au sein du collège Kennedy avec des élèves de 3e, en partenariat aussi avec un artiste, on va dire, comment dire, voilà, pour la création de costumes, et aussi avec Mourad Elmrini, bien connu sur la ville, effectivement. Voilà, l'idée, c'était de casser un peu les stéréotypes, travailler sur les notions d'égalité, et suite à ça, un film a émergé. Un film que vraiment je vous invite à voir. Il sera diffusé à plusieurs reprises, notamment en avant-première de la pièce de théâtre Les monologues du vagin, mais aussi lors de la soirée interculturelle qui, je vous le rappelle, aura lieu le 23 mars. Mais aussi... Ah, pardon, j'ai une coquille dans mon petit truc qui m'aide. 23 février, ça c'est pour vous induire en erreur et être sûr d'avoir de la place. Et ensuite, lors de la semaine citoyenne au collège Kennedy, il y aura aussi exposition, les égalités, c'est pas sorcier, au sein du collège, mais aussi des débats au sein du centre social sur effectivement les principes des égalités, exposition aussi qui aura lieu, qui sera présentée, donc une exposition l'égalité c'est pas sorcier sera aussi sur le championnat de France du cross FSGT. L'exposition sera présente et avec le centre social effectivement très présent, et aussi la ville effectivement aura aussi son exposition, l'exposition Alice Milia. Voilà, donc vraiment, venez découvrir. Vous avez la pièce de théâtre et au dos, vous avez surtout, alors là, on est en nouvelle génération, un QR code. Il va fonctionner, t'inquiète pas. Un QR code qui renvoie à tout le programme parce qu'il est dense, et aussi... Vraiment, l'événement phare, c'est l'égalité en mouvement avec des artistes. Il y a une danseuse qui a dansé avec Lady Gaga, enfin un truc de grand déglingo. Elle vient faire un stage de danse avec une autre grande artiste. En tout cas, voilà, menée aussi par Mourad, c'est casser aussi les stéréotypes. Hein. La danse, c'est pas que pour les filles. Tout le monde peut venir. Voilà, Mostafa, tu peux participer au stage de danse. Mais l'idée, c'est vraiment de casser tout ça et de construire autre chose ensemble, en route vers les égalités. Donc merci au centre social qui est porteur de ce projet-là. Merci Céline, et je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt.